Bon, ben, on va attendre ensemble. Hein. C'est mon corps. Et puis là aussi, oh, là aussi, c'est vraiment nul. Là, 1 plus racine de 5 sur 2. Bon ben, puisque vous êtes là, je vais prendre une partie de votre temps, je vais vous prendre dans les filets de mon temps. Sainte Thérèse d'Avila est morte le 4 octobre 1582. Elle a été enterrée le 16 octobre de la même année au couvent de l'Annonciation. Combien de temps s'est écoulé entre sa mort et son enterrement? Je vais vous aider. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Soudain, j'ai un doute. En effet, le pape Grégoire XIII, après avoir consulté les meilleurs astronomes de son temps, a décrété que le lendemain du 4 serait le 15, afin de rattraper le décalage qui s'est produit. C'était le début du calendrier grégorien. Donc, 4, 15, 16, 2 jours. 2. C'est facile, 2. 2, c'est facile. Le niveau. Alors là, il y a mission. On y va. Je commencerai par l'enfance, parce que dès l'enfance, j'ai eu un doute. Quand j'étais petit, je me suis posé, comme tout le monde, des questions sur la vie, comment on fait les bébés, comment on choisit un garçon, une fille. Et puis j'ai bien compris que l'histoire des choux et des roses, c'était... J'ai fini par comprendre que tout le monde était d'accord sur cette façon un peu dangereuse de procéder. En effet, les scientifiques l'ont montré, la reproduction sexuée est de loin la plus dangereuse. Et ça n'a pas évolué. Aujourd'hui encore, en 2015, les présidents, les prix Nobel, les PDG s'accouplent comme le faisait l'homme des cavernes. Dégoûtant! J'ai bien dit l'homme des cavernes, parce que l'homme des casernes, je ne sais pas. La recherche d'un partenaire de sexe différent et complémentaire peut s'avérer difficile, voire dangereuse. En effet, les mâles de la même espèce sont obligés d'entrer en compétition, en conflit, pour conquérir les femelles. Et ce n'est pas ça le plus grave. C'est au moment de l'accouplement. Il y a une perte de vigilance vis-à-vis des prédateurs. En effet, à ce moment-là, le cerveau du mâle, chez l'homme en particulier, descend en dessous du niveau de la ceinture. On appelle ça la descente d'organes. Je ne sais pas si vous vous êtes demandé, comme moi,
en regardant les étoiles par un beau soir d'été, vous apercevoir que certaines d'entre elles ont des siècles et qu'on les voit telles qu'elles étaient il y a très longtemps et que certaines d'entre elles ont disparu. C'est franchement abyssal. Par exemple, prenons un exemple. L'étoile la plus proche, Proxima du Centaure. Proxima du Centaure, lorsque vous l'observez, vous la voyez telle qu'elle était il y a 4 ans. Alors, supposons une mission humaine sur Proxima du Centaure, qui braque un puissant télescope sur la Terre. On verrait la Terre telle qu'elle était il y a 4 ans. La Lune exerce une attraction périodique sur l'eau. Nous appelons ça les marées. Je suis composé à plus de 80% d'eau. Les marées me font bien entendu grandir, puis rapetisser 6 heures plus tard. Et je vous fais remarquer l'intérêt considérable de cette observation. Quand je vais à la pêche à pied, à marée basse, je suis plus petit, donc j'ai moins à me baisser. Donc, sur ma carte d'identité est écrit 1,63 m, le matin au réveil, à marée haute, coefficient 114. Je reviens à la Lune. Est-ce qu'elle existe si personne ne la regarde? C'est quand même une grande question. Parce que aucun être humain, mais si jamais un lapin la regarde, ça compte pas. Parce qu'il faut une conscience. Et la conscience, elle est un peu comme un miroir. Dans un miroir, à peu près aussi grand que moi, j'ai regardé. J'ai vu quelqu'un d'à peu près comme moi. Enfin, qui singeait tous mes gestes, tout ça. À une différence près. Une différence près qui vous a pas échappé. Quand je lève le bras droit, il lève le bras gauche. Je ferme l'œil droit, il ferme le gauche. Je ferme le gauche, il ferme le droit. Je ferme les 2 yeux, il disparaît. Alors moi, qui regarde dans le miroir, qui suis-je? Un jour, j'y pense, un jour j'ai mangé de la cervelle. De la cervelle de moineau. Je n'arrivais plus à me souvenir du code de ma carte bancaire. J'aurais dû manger la cervelle de prix Nobel. J'aurais été plus intelligent. Mais en France, l'anthropophagie, c'est très mal vu. Je voudrais à cette occasion développer le théorème du dernier souffle de César, que le physicien Enrico Fermi aimait à donner à ses étudiants comme sujet de calcul. Lorsque César a été assassiné par son fils Brutus, disons qu'il a expiré à peu près 1 litre d'air, ce qui représente à peu près 3, suivi de 22 zéromolécules. L'atmosphère terrestre compte à peu près 1, suivi de 44 zéromolécules. Et supposons que l'atmosphère terrestre se soit bien mélangée au dernier souffle de César, ou inversement, à chacune de vos inspirations, vous inspirez encore une molécule du dernier souffle de César. Ça fait méditer grave. Mais si vous inspirez une molécule du dernier souffle de César, vous en inspirez aussi une de Socrate, de Napoléon, de Casanova, du Christ, de... Vous voyez le mélange incroyable d'où je tire mon inspiration. Tout le monde voit? Oui? Non? Vous ne voyez rien? Non.
voyez qu'il n'y a rien à voir. Bah, je suis quelqu'un qui s'intéresse à tout et ce qu'on peut dire, c'est que j'ai fait des études scientifiques, j'ai fait pas mal de choses dans ce domaine-là. En même temps, je suis un littéraire, c'est-à-dire que bah, tout m'intéresse, tout m'émerveille et ouais, j'aime bien toucher tous les sujets. Bah alors là, j'ai déroulé un fil autour de quelques vérités qui ont comme caractéristique pour la plupart d'être un peu paradoxales. J'aime bien provoquer, c'est un grand terme, mais au moins euh, susciter la réflexion à travers un paradoxe. Et puis j'aime bien le théâtre, et puis j'aime bien tout ça. Donc je me suis amusé à prendre des vérités un peu paradoxales, un petit peu les modifier, les tordre, les distordre, euh, pour en faire quelque chose qui interroge. Bah simplement, j'ai depuis très longtemps et encore maintenant une curiosité sur tout ce qu'on commence à connaître du monde. Alors la physique, la physique quantique avec une nouvelle façon de regarder le monde, ça me plaît beaucoup. Sur mon tableau, il y a le dessin d'un chat qui est le chat de Schrödinger avec le chat est mort et vivant. Je trouve ça incroyable qu'on vive dans un monde avec autant de possibilités et qu'on arrive à comprendre. Oui, donc je vis dans le même monde que tout le monde, mais je m'interroge les possibilités du cerveau. Tout ça, ça m'intéresse énormément. Euh, les découvertes qu'on peut faire du, de la perfection du corps humain, qui à chaque fois qu'il y a des bactéries, des ennemis, tout ça, comment ils se débrouillent pour se défendre. Tout ça, c'est absolument parfait, c'est merveilleux. Donc oui, je vis dans le même monde que tout le monde, peut-être en le regardant plus intensément. Je ne me fixe pas de limite vraiment, mais mes envies vraiment, ça serait de... J'ai été enseignant, ça serait de jouer ça devant des jeunes, soit dans des écoles, soit ailleurs, et qu'on sorte de mon spectacle à interroger, en se demandant, mais il a dit ça, mais est-ce que c'est vrai ça? Et qu'on ait envie de se documenter, de chercher. Tiens, et c'est pas vrai ce qu'il a dit, c'est pas possible. Et puis, tiens, finalement, si. Et j'aimerais que des jeunes, des moins jeunes, donc ça pourrait être tout public, mais s'interrogent et se rendent compte de cette merveille qu'est le monde.